Bonsoir, monsieur le directeur général de l'IHM. Bonsoir, chères étudiantes et étudiants de l'IHM. Bonsoir, Auguste invité. Voilà quelques semaines, votre président, chers étudiants, mon frère Abdallah Coulibaly, m'a sollicité à la demande des étudiants de son école de donner une conférence en expliquant en gros que l'idée a germé de faire comprendre aux élèves et étudiants que les personnalités qu'ils admirent, dont ils admirent le parcours, ne sont pas parvenues à leur fin dans la facilité. Qu'elles ont dû, chacun dans son parcours, travailler et consentir beaucoup de sacrifices. Il m'a aussi informé que je faisais partie de ces personnalités. Ceux qui m'honorent, vous vous en doutez bien. Laissez-moi vous remercier, cher président, vous-même, vos étudiants également. Monsieur Coulibaly m'a demandé de bien vouloir venir parler de moi, de mon parcours devant ses étudiants. Ma première réponse a été rapide, voire brutale. Je suis une femme peule et on dit que les peuls sont pudiques. Parler de soi, parler de moi est donc difficile. Et puis, je me rappelle que le roi du Soussou, en tout cas, on l'a appris, Soumangourou Kanté, quand il a surpris Bala Faseke en train de jouer sur son balafon, se serait écrié on est mieux louangé dans la bouche d'autrui que dans sa bouche, dans sa propre bouche. Continue à jouer Bala Faseke. Il y a désormais un lien entre nous. Koyanche. On dit que c'est ce qui est devenu Kouyaté, le désormais patronyme de Bala Faseke et de celui de ses descendants. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est une autre affaire. On dit aussi Kuma Mani, Kuma Balia Mani. Parler est mauvais. Ne pas parler aussi est mauvais. C'est ce que graine de son côté la sagesse populaire. On dit que la parole mange l'homme, l'humain. Toute chose accouche de son enfant, sauf la parole. Cela signifie qu'elle est lourde en même temps. On dit qu'il y a un moment tout de même où il faut la libérer. Et oui, il y a un moment où il faut libérer la parole. Surtout que je suis à un âge où je peux tout dire, ou surtout dans ma position, j'ai un devoir de préparer le passage de relais, de témoigner pour instruire. On va donc causer cet après-midi. On va causer. On va suivre l'adage tout de même. C'est-à-dire qu'on va rester sage. Que je ne vous dirai pas tout. Si je vais saupoudrer mes propos de beaucoup d'expressions bamana, parce que j'aime cette langue. Mes enfants sont bamana. Et j'ai décelé aussi des formules qui me conviennent. Je voudrais, avant de tenir mon propos, exprimer tout mon plaisir, tous les plaisirs que j'éprouve à me retrouver face à un public d'étudiants. Vous avez certainement constaté que j'avais quelque peu disparu de la circulation, mais c'était pour cause de pas très bonne santé. Mais ce qu'il y a de plus énervant pour moi, comme si chacun n'avait pas le droit de tomber malade, c'est d'entendre toujours dire « Ah, quand on avance en âge, c'est comme ça. » La sauce de la vieillesse n'est pas bonne, comme si la vieillesse s'entretenait avec les gens sur la qualité de sa sauce. Et puis, le plus démoralisant de tout ça, c'est que les médecins même s'y mettent. Ils vous font faire des radios, des scanners, des IRM, ils zooment vos organes et se lancent dans de grandes explications. Images à l'appui. Regardez ça, regardez ce qui se passe avec l'âge. Je ne supporte pas ça. Mais bon, en tout cas aujourd'hui je suis là devant vous
grâce à ces médecins et par la grâce d'Allah que je remercie. Revenons maintenant au sujet que j'ai proposé, la naissance de l'esprit de chercheur et les difficultés liées à la recherche. L'exposé risque d'être long, c'est mon style. Comme vous le savez, je suis historienne. Ça peut être un peu du genre Fidel Castro, Mengistu Haïlé Mariam, Sékou Touré, ça veut dire 3 heures. Donc, j'espère que vous avez amené vos pots de prière avec vous. Voilà, on va rester longtemps ici. Alors, la naissance d'abord de l'esprit de chercheur. J'ai la chance d'appartenir, d'être une génération à la charnière des générations. Produit de la culture traditionnelle avec ses valeurs. Produit de l'enseignement colonial français. Produit de l'éphémère fédération du Mali, Mali-Sénégal. Produit du Mali indépendant. J'ajouterai produit de l'ère démocratique du Mali et aujourd'hui du nouveau Mali, Mali-Croix, le Mali du renouveau souverainiste. Ma vie et ma carrière s'inscrivent dans ces différents temps. Je pense qu'on ne peut pas dire mieux. Mon grand-père qui m'a élevé ne m'a rien enseigné, à part me taquiner, me provoquer, dire des choses qui me sortaient de mes gonds au point de me jeter sur lui et de le griffer. C'était à Koulikoro où j'étais scolarisé auprès de lui à sa demande. Je n'avais que 6 ans. 2 anecdotes pour illustrer ce qui me fâchait au plus haut point. Je lui disais, Bakoroba, c'est le nom par lequel on l'appelait. Sais-tu qui est la plus belle femme de Kati? Parce que mes parents résidaient à Kati. Il ne disait rien, il laissait le temps filer. Et puis il me demandait, Adam, connais-tu le nom de la plus vilaine femme de Kati? Je dis non. Il dit, mais c'est Kadiatou, ta mère. Kadiatou, ma fille Kadiatou, à qui j'ai donné le nom de ma mère, est dans cette salle, elle est une de mes éditeurs. Alors vous ne pouvez pas imaginer la scène de bagarre qui s'ensuivait, lui donnant l'impression de se défendre en se protégeant de mes coups. La deuxième anecdote, c'était l'histoire du canard qui barbotait et plongeait son bec dans les eaux pour les agiter. Je détestais ce spectacle et mon grand-père me disait que c'est ce spectacle qu'il aimait le plus. Donc, bagarre à nouveau. J'ai grandi dans cette atmosphère-là. À Kati, c'était autre chose. Vous vivez ma parent. Mon père aimait nous parler de l'épopée tout couleur, ou si on préfère Foutaka, de la façon dont son grand-père avait quitté le Fouta Toro, Sénégal oriental, pour se retrouver sur les terres du Mali dans la seconde moitié du 19e siècle, en tant que combattant de la foi aux côtés de l'Hadj Omar Tall dans son entreprise de guerre sainte. C'était sous forme de causerie autour de lui, généralement après le repas du soir. Il suscitait en moi déjà la fascination pour l'histoire. Ma mère, femme très pieuse, aimait nous raconter la vie du prophète Mahomet et de ses compagnons, car elle descend d'une famille de marabouts. Dans sa famille, on ne part pas à l'école des Blancs comme ils disent, mais à l'école coranique. Tous sont marabouts du côté des Tcham, parce qu'elle est Tcham. Ma mère me disait que nous descendions d'Alimou, de sages. Et surtout, j'ai appris plus tard que son grand-père Mohamed Ali Tcham était un grand poète et un grand historien. Il est notamment l'auteur de la Kassida en Pulaar, un vaste poème de 1180 vers écrit en peul avec l'alphabet arabe, qui est une sorte de journal de route du djihad d'El Hadj Omar. Après la prise de Ségou le 1er avril 1890, Archinard, le conquérant du Soudan, chassa Mohamed Ali Tcham du Soudan, tout comme il a chassé d'autres tout couleurs. Il a fini sa vie à Aïré Lao, son village natal, où il repose de nos jours. Il a laissé son fils Thierno Hadi Tcham avec sa mère, une certaine Aïsta Yelimanba à Ségou. Il l'aurait amené avec lui au Fouta Touré, que certainement je ne me serais pas retrouvé en face de vous cet après-midi,
pour vous donner cette conférence. Donc mon grand-père est resté à Séville. À l'école coloniale française où je fus admise en octobre 1953 à Koulikoro aux côtés de mon grand-père Bababa, c'était autre chose. Je me souviens de mes toutes premières leçons d'histoire-géographie. Je peux les citer de mémoire. J'étais en classe de cours élémentaire deuxième année qui correspond à la 4e année de l'école fondamentale du Mali. En histoire, on disait, je suis français. Ma patrie s'appelle la France. Mes ancêtres sont les Gaulois. Et les Gaulois sont des barbares civilisés. Ils ont les yeux bleus. On racontait tout ça, bon, on y croyait, même si on n'avait pas les yeux bleus. Mais ça aussi, c'est une autre histoire. Quant au roi vaincu par les conquérants français, tel Samori Touré, on nous enseignait que c'était des barbares sanguinaires, particulièrement assoiffés du sang de leurs sujets, et qu'ils n'avaient dans leur cerveau creux que des desseins sordides, dont celui d'asservir leur peuple. On nous enseignait que la France nous avait débarrassés de ces tyrans, apporté la paix et avec la paix, la civilisation. Que la France était une belle nation et une nation généreuse. J'arrive au collège moderne de jeunes filles de Bamako en octobre 1960, à l'âge de 12-13 ans, avec d'autres filles. Mais j'avais vécu, comme tous ceux de mon âge et de ma génération, le tumulte de l'indépendance, gagné par les hommes politiques. Et on avait vu arriver un jeune et beau président de la République du Mali, du nom de Modibo Keïta, héros de cette indépendance avec son parti, l'Union soudanaise RDA. Tout est ensuite allé très vite. 1961, les troupes françaises sont sommées de quitter le sol malien. 1962 est engagée la grande réforme du système éducatif, l'africanisation des cadres, où notre directrice française a été remplacée par une directrice nationale du nom de Mme Diop Sira Sissoko. La ligne générale était un enseignement de masse et de qualité. Un enseignement qui décolonise les esprits, notamment dans le domaine de l'histoire. Les rares historiens de l'époque furent sollicités par les hommes politiques pour élaborer un programme et réhabiliter les héros. Un instituteur transformé en historien pour la circonstance monte au front. Son nom est Mandi Sidibé. Il est chargé de cours à l'École nationale d'administration. Il écrit des articles notamment dans l'Essor, le journal officiel L'Essor. Il enseigne à l'École nationale d'administration, je viens de le dire. Et il se lance dans cette grande bataille de réhabilitation de nos héros. Ceux des empires prestigieux, notamment Soundiata Keïta, l'enfant prodige, fondateur de l'Empire du Mali au milieu du XIIIe siècle. Mais ils sont tous là, ceux de la résistance aussi, tels Samori Touré. Les griots, pour leur part, montent au créneau. Djeliba Zoumana Sissoko, surnommé le Vieux Lion, accompagné de son Gwani de Sakora et du puissant mystère de son handicap et de non-voyant et de sa légendaire voix timbrée, s'ébranle dans une chanson dédiée à la gloire du Mali que je vous invite à écouter parce que je l'ai téléchargée aujourd'hui. Alors, si je crois qu'il va venir, hein. S'il ne vient pas, je vais faire, voilà. Est-ce que ça va marcher? Voilà. Oui.
C'est bon? Donc voilà, tout le monde monte sur les barricades. Tout le monde chante le Mali, le grand Mali de Bazumana Sissoko est parti de là. Il dit qu'il fait bon vivre au Mali, il y a du poisson, il y a de la viande, mais il dit aussi qu'il y a des horomussos, donc il y a de belles femmes. Tout ça c'est bien. Arrêtons-nous un moment sur un point d'histoire important. L'histoire, qu'on le veuille ou non, répond aux sommations du présent, partout dans le monde. C'est quand le présent fait mal qu'on réveille les vivants. L'histoire, écrivait un de ses théoriciens, est un rapport actif au présent. Alors la France, responsable de tous les maux, d'après nos responsables politiques, fut jetée dehors, je l'ai dit tantôt, et le partenariat fut loué avec les pays dits de l'Est. Car notre constitution a écrit que nous étions une république socialiste, démocratique et socialiste. L'Union soviétique est en tête de ces pays, avec ces pays dits satellites à l'époque, Allemagne de l'Est, Hongrie, Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, Yougoslavie, tous ces pays n'existent plus, bien sûr, sous ces noms de nos jours. Naturellement, après que j'ai eu mon baccalauréat, la fascination était grande pour moi de m'engager dans cette bataille de réhabilitation de nos héros. Moi, déjà imprégné d'histoire épique familiale, je fus effectivement orienté à l'école normale supérieure, à la section Histoire et Géo, où après l'obtention de mon diplôme de fin d'études, je partis, jeune marié en Pologne, à l'université de Varsovie, avec mon époux, un certain Alpha Omar Konari. Lui pour faire archéologie et moi pour continuer en histoire. Il n'avait que 25 ans et moi 24. Et il n'y avait pas que les pays de l'Europe de l'Est, il y avait également la Chine populaire, la Chine de Mao. J'appartiens donc à cette génération de gens engagés, formés aux idées révolutionnaires, j'allais dire, aux idées de gauche, un peu dans le rejet de la France coloniale. Élevés dans la fraternité et la solidarité, ce sont les mots de l'époque, avec les pays qui n'ont pas connu d'expérience coloniale en Afrique, Union soviétique en tête, et aussi les pays non alignés. Quand je suis arrivé à Varsovie, à la faculté d'histoire, mon directeur de thèse m'a dit à peu près ceci. La figure de Sundiata est un peu galvaudée. Il y a un autre fondateur d'empire, très fascinant, mais sur lequel personne n'a travaillé jusque-là. C'est Soni Alibert, le fondateur de l'empire Songhai de Gao, malmené par ses contemporains et les chroniqueurs musulmans de Tombouctou pour avoir été dur envers eux et mauvais musulmans à leurs yeux. Je vous propose de travailler plutôt sur lui que sur Sundiata. C'est ce que j'ai fait. J'ai donc fait ma thèse sur Soni Alibert, thèse de doctorat S-lettres, option histoire. Soni Alibert qui a régné de 1464 à 1492. Les difficultés de la recherche, elles ne manquent pas. Toutefois, avant de les passer en revue, je voudrais énoncer une vérité première. Le préalable à toute action est de savoir pourquoi on décide de s'engager dans tel ou tel métier. Pourquoi on décide de choisir tel métier et non tel autre, en mesurant les risques et les difficultés. Mais dans tout ce qu'on veut accomplir, il faut de la persévérance, de l'acharnement, je dirais, l'amour du métier, la confiance en soi. Il faut travailler. Et j'aime travailler. Je ne connais que le travail. Je n'ai d'autre passion que le travail. D'autres remèdes contre le mal-être, ce que les Anglais appellent le blues, qui assaille tout un chacun de nous, que le travail. Parlant des difficultés maintenant, bon, je le dis, une faible nature au plan physique. Je dirais, mais j'ai toujours surmonté cette faiblesse physique grâce à mon acharnement au travail. De toute façon, on dit aussi que Flan Nika Fassa.
Et on dit qu'il ne pèse qu'il pèse 30 kilos avec les habits compris. Hein? Donc voilà. Et malgré tout, Nika Fassa. Moi aujourd'hui, je pèse 64 kilos. Mais il fut un moment où le défi pour moi était d'avoir 45 kilos. Donc vous voyez l'évolution avec le temps. Maintenant, les difficultés liées à la recherche même, et elles sont d'abord d'ordre épistémique, c'est-à-dire doctrinaire. Difficultés liées au métier d'historien même. D'abord la recherche documentaire, car les sources sur l'histoire du Mali, notamment les sources écrites, qui si elles existent, ne sont pas aussi nombreuses qu'ailleurs. Et leur traitement demande une grande rigueur, car beaucoup ne sont pas encore débarrassés de la gangue des légendes. Surtout, comment concilier la tradition orale avec la littérature écrite. Cela nécessitait une véritable rupture pour nous, formés à l'école des Blancs, à l'école coloniale. Ce qu'on avait longtemps assimilé la tradition orale à des histoires de bonnes fées, nos généalogistes, griots, marabouts et autres détenteurs de savoir historique, les traditionnistes, comme on les appelle nous historiens, à des débiteurs de sornettes perfides et à des charlatans qui ne sortaient de leur cerveau que des histoires à dormir debout auxquelles malheureusement ils croyaient. Une certaine école historique a soutenu que sans écrit, point d'histoire, ce qui excluait l'Afrique du champ de l'histoire parce que nous ne connaissons pas la tradition écrite de façon générale. On a même donc écrit que, puisque l'Afrique n'avait pas d'écrit, elle n'était pas entrée dans l'histoire. C'est ce que Sarkozy a expliqué à Dakar. L'Afrique n'est pas, le drame de l'Afrique, c'est qu'elle n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire, a-t-il dit. Vous connaissez la suite. J'ai immédiatement réagi avec d'autres pour produire ce petit précis de remise à niveau sur l'histoire africaine. Sachez pour la petite histoire que je lui ai envoyé ce livre, un exemplaire de ce livre avec une lettre. J'ai envoyé un exemplaire du livre à tous les présidents, les chefs d'État africains pour qu'ils s'en imprègnent. Donc ça, c'est l'histoire cachée de la publication de ce livre. Et je crois qu'il a mis quelqu'un pour faire la note de lecture que j'ai rencontrée. Il a essayé de se rattraper au cours d'une autre de ses visites en Afrique, notamment à Brazzaville, où il a reconnu que l'Afrique avait une histoire, qu'il a appris cette histoire grâce au livre que Mme Konaré a bien voulu lui dédier. Et dire que ce livre, on a voulu en faire une coédition africaine, certains éditeurs n'ont pas voulu. Ils ont eu peur. Ils disent, mais est-ce qu'on ne peut pas changer le titre? Je dis non, c'est le titre ou rien. Heureusement, Djamana, avec Amidou Konaté, qui est dans cette salle, a bien voulu accepter de publier la coédition africaine. Une maison d'édition algérienne également et une maison d'édition sénégalaise se sont associées pour sortir la coédition africaine. Et cette bataille de la tradition orale, donc il fallait la mener, faire en sorte qu'elle soit acceptée comme source d'histoire aussi valable que la tradition écrite. Il fallait l'institutionnaliser. Et des historiens se sont lancés dans cette bataille également. Je citerai le nom de Joseph du Burkinabé, Joseph Kizerbo, le premier agrégé du continent, et qui a réhabilité complètement la tradition orale. Et sur ce registre-là, puisque je parle de mes recherches, de mes difficultés, de mes interrogations, il y a une anecdote qui m'a bouleversée, qui a même influencé ma réflexion épistémique. C'était à Ouanzarba, dans l'Anzouri au Niger, en République du Niger actuelle. Ça a été un moment de rupture pour moi. Et à Ouanzarbe, j'ai été rendre visite à un représentant du clan des Si. Les Si sont les descendants de Soni Alibert. On les appelle les Si Hamé. Le nom Maïga, il le laisse volontiers aux Mamar Hamé, c'est-à-dire aux Askiaïdes, aux descendants d'Askia Mohamed. Lequel Askia Mohamed, on le sait, a battu le fils de Soni Alibert dans une bataille célèbre à Anfao en 1493. Et Soni Baré a été obligé de se replier dans le Dendi, le sud profond,
c'est-à-dire grosso modo les régions du Niger, le nord du Dahomey de nos jours. Donc c'est dans l'Anzourou, c'est dans ce Dendi que se trouvent maintenant les descendants de Soni Alibert. Donc j'ai rendu visite à un descendant direct et j'étais une chercheur prétentieuse, bourrée de connaissances livresques. Sans exagérer, je connaissais par cœur tous les passages du Tariq el-Soudan et du Tariq el-Fetash sur Soni Alibert. Tariq el-Fetash et Tariq el-Soudan sont des chroniques écrites à Tombouctou par des lettrés musulmans. C'est eux qui traitent Soni Alibert de tous les noms. Mais ils nous ont donné la chronologie de toutes ces conquêtes, des dates précises. Partout où il est allé, on trouve ces références dans les deux chroniques. Alors devant ce représentant du clan, je me suis mise à citer l'œuvre de Soni Alibert. En 1464, il est venu à Gao. 1468, il a fait la prise de Ségou, de Tombouctou. Il a mis 7 ans à conquérir Guinée, etc., etc. Le représentant m'a regardé. Il m'a regardé longuement, fixement. Ah, les enfants des Blancs sont forts. Vraiment, les enfants des Blancs sont forts. Il a répété ça au moins 3 fois. Madame, tout ce que vous êtes en train de dire est certainement vrai, mais je ne me reconnais pas dans ce personnage. Le personnage que je connais, notre ancêtre primordial, s'appelait le Si. C'était le plus grand magicien de tous les temps. Effectivement, les Si, qu'on les appelle les Sonyanké, sont de très grands magiciens, on les appelle les Kortekoni. Il dit, le savoir qu'il nous a livré, c'est la magie. Nous ne savons faire que ça. Nous savons que simplement que le Si avait un immense territoire qu'il survolait à la tête d'un cheval qui avait une tête de vautour. Et lui-même, il avait une tête de vautour. Alors, sur son doigt, il portait une bague qui était la représentation mythique du Si, que j'identifie bien sûr à Soni Alibert. C'est un cavalier à tête de vautour surmonté d'un cheval à tête de vautour. Alors, je ne me retrouvais plus. Où voulez-vous que l'histoire retrouve son fils dans un magicien comme ça? Mais il fallait interpréter, essayer d'expliquer pourquoi on a gardé de lui que la représentation mythique du personnage historique qu'il a été. Et c'est à ça que je me suis attelée dans l'écriture de ma thèse. Mais je suis sortie vraiment très humble de cette rencontre. Et ça m'a poussé à réfléchir sur la tradition orale, le sens de la tradition orale. Comment l'histoire est perçue par les générations, comment elle est représentée. Donc, l'histoire devient en définitive ce qu'on veut qu'elle soit, ce qu'on en a gardé d'elle, plutôt que l'histoire même, comment elle s'est déroulée. Donc, ma réflexion a été enrichie et j'ai laissé ce personnage mystérieux, très comblé. Figurez-vous que c'est très intéressant. Un journaliste, c'était une journaliste dame, elle Songa et elle Maïga, très sérieusement m'a dit, mais Madame Konaré, il paraît que vous êtes amie avec les magiciens Sonyanké, il paraît que vous ont donné des secrets magiques, il paraît que c'est grâce à ça, etc., etc., etc. Donc je ne vous dirai pas si j'ai eu ces secrets magiques ou pas. En tout cas, j'ai rencontré ce Kortekoni, ce maître magicien, qui m'a regardé partir. C'était en 1974. Est-ce qu'il a pressenti quelque chose? Il paraît que les connaisseurs voient des signes de pouvoir aux gens. J'en sais rien du tout. En tout cas, moi, je suis parti comme ça. Revenons quand même à notre propos. Soyons clairs et justes. L'histoire, discipline scientifique, n'a de méthode que la méthode critique, que l'historien doit expliquer, qu'il doit appliquer à ses sources. Sans les sources, il n'y a pas d'histoire. L'histoire, ce ne sont pas les racontars auxquels on veut l'assimiler. Donc, comment travailler sur les sources orales, les rendre crédibles, comment appliquer la critique, la méthode critique sur les sources orales, c'était ça la grosse difficulté. Puisque la façon de percevoir l'histoire par les traditionnistes est complètement différente de la façon de percevoir l'histoire telle que nous l'avons apprise sur les bancs de l'école.
Autre difficulté, comment régler les problèmes de chronologie dans la mesure où le temps ne compte pas pour les gardiens de nos traditions. Au point, par exemple, que par Damonzon, il faut comprendre tout simplement le roi de Ségou. Ça peut être lui-même, mais également son père ou son fils. Et tous ses descendants qui ont exercé le pouvoir. Le nom devient un titre et le pouvoir un comportement. L'histoire, c'est donc une tribune d'intégration des actions des uns et des autres, celles des anciens et celles de leurs descendants. Ce n'est pas le lieu avec des repères datés chers aux historiens où les actions de chacun sont identifiées comme lui appartenant. Sundiata, le fondateur de l'Empire du Mali par exemple, c'est lui, mais ce sont tous ses descendants ou supposés comme tels qui lui ont succédé. De lui-même à Modibo Keïta. On n'a pas hésité à appeler en pleine République Ibeka Mandé Massa. Et Moussa Traoré, lorsqu'il apparaissait en public, on l'appelait, on chantait, on entonnait Tiramagan Fassa, l'hymne de Tiramagan Traoré. Tiramagan Traoré était un des généraux, des brillants généraux de Sundiata qui s'est illustré dans la conquête des pays de la Sénégambie, Sénégal et Gambie. Puisqu'il est Traoré et que Moussa Traoré est président, forcément, il ne peut que descendre d'un ancêtre illustre. Et on l'a assimilé à Tiramagan Traoré. Donc c'est comme ça que ça marche. L'histoire a une fonction directement utilitaire. Elle sert d'abord le présent. C'est Denis Baba Sissoko qui disait ça dans ses coins. Depuis que le monde est monde, on dit le nom des morts pour sécher les larmes des vivants. Il disait ça dans l'émission qu'il animait tous les lundis soirs sur les antennes de Radio Mali. Autre difficulté, aller sur le terrain est une obligation absolue pour l'historien du Mali. La phase de terrain fait partie de la recherche documentaire. Et j'ai fait du terrain. Sillonner des kilomètres de route, souvent à dos de chameau, parce que j'avais planifié de parcourir tous les espaces que Sonia Alibert avait parcouru. Ce roi voulait, par exemple, creuser un canal pour, sur le lac Fagibing, à Razelma. Et c'était difficile de joindre Razelma par voiture et j'ai dû faire certains tronçons à dos de chameau. Ces voyages ont été souvent éprouvants. Un chercheur ne peut pas être climatisé. Il faut du courage et aussi de la témérité. Mais je vais vous raconter là aussi une petite histoire. J'ai pris le car Gao, je me suis embarqué dans le car pour aller à Niamey, donc trajet Gao-Niamey. Une nuit entière de route, une journée entière de route. J'avais un correspondant à Niamey qui devait m'accueillir à la place de la gare. Il est venu un peu en retard et téméraire comme je l'étais, je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai sauté dans un taxi, direction la maison de Boubou Ama. Boubou Ama à l'époque était le président de l'Assemblée nationale du Niger. Je savais qu'il aimait les chercheurs. Je savais qu'il avait beaucoup écrit sur l'Empire Songhai et surtout Sonia Alibert qui l'appelait mon digne ancêtre. Donc voilà, j'arrive devant cette grande résidence cossue, gris-noir, avec des gardes, évidemment la sécurité. Je me dis, mais d'où elle sort cette fille? Donc, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, mais je viens voir le président Boubouama, parce qu'il aime les chercheurs. Je dis, mais ils m'ont prise pour une demoiselle. Mais mademoiselle, c'est pas comme ça que ça se passe. Pour venir voir le président de l'Assemblée nationale, on prend rendez-vous. On ne peut pas vous introduire comme ça chez lui. Je dis non, je sais qu'il aime les chercheurs. Et moi, je suis chercheur. Je suis resté, heureusement pour moi, je ne sais pas comment ça aurait dégénéré, mais en tout cas, le correspondant chez lequel je devais partir est arrivé et donc m'a pris, on est parti, il m'a logé chez lui. Et au cours du voyage également, je ne sais pas ce qui s'est passé là non plus. On a passé la nuit à la Belle Étoile. J'ai dit qu'on va causer, donc on va causer. Je ne vous dirai pas tout, malgré tout. Alors j'étais dans ce bus, on dit tout le monde descend, on va passer la nuit dehors. Bon, c'était déjà un territoire nigérien. Donc tout le monde descend à la Belle Étoile, tout le monde est couché.
Mais franchement, je suis sincère, je n'avais été confié à qui que ce soit. Mais le conducteur de car est venu à moi, m'a dit, mademoiselle, je ne sais pas pourquoi on m'appelait mademoiselle, peut-être la Silhouette. Il dit, venez avec moi, vous allez passer la nuit chez moi. Je n'ai pas eu peur. Je ne me suis pas posé de questions. Je n'ai pas eu de mauvaises intentions chez lui. Je l'ai suivi comme ça. Et moi seul, il a traversé tout le monde. Il est venu me cueillir. Il m'a amené chez lui. Effectivement, il était de ce village. Il était à Oussa. Et il a appelé une de ses femmes pour s'occuper de moi. On m'a donné de l'eau, la toilette, un bon lit avec moustiquaire et surtout un bon dîner. Et j'ai bien dormi. Le lendemain, la même femme est venue me réveiller, a préparé mon bain et puis je suis montée dans le car. Comme ça, gratuitement, une générosité de la part de quelqu'un qui ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève, comme on dit. Il y a aussi les difficultés liées à l'enseignement à l'école normale supérieure. Face aux étudiants d'abord. Alors, jeune femme débarquée d'Europe, élégante, jolie, un peu sophistiquée telle que je l'étais. Je crois que je le suis toujours. Ceux qui ne sont pas d'accord, n'ont qu'à lever le doigt. Et regardez-moi ça. Vous n'êtes pas d'accord, mais vous sortez de la salle. Vous le faire sortir de la salle. Alors, il sort de la salle là. Il n'y a que 2 personnes de toute façon. Alors, donc, il me fallait trouver le moyen de me faire respecter, de me prendre au sérieux par les étudiants qui étaient jeunes, 20 ans à peine, alors que j'en avais 28 à l'époque. Limite, c'était des beaux-frères à moi. Certains même étaient des amis de mon beau-frère, Demba Konaré, qui est à son âme. D'autres, les élèves maîtres, étaient des amis du président lui-même, d'Alpha Omar Konaré. Alors, les uns et les autres pouvaient se laisser aller à de petites blagues. Il fallait donc circonscrire et prévenir les risques de dérapage, les petites plaisanteries malsaines. D'abord en m'imposant par la rigueur au travail, la qualité de mes cours. Et je crois que je l'ai réussi. Pour moi, l'enseignante, l'enseignement, et je le dis à vos étudiants, cher président, c'est un sacerdoce, fait d'esprit de justice et de droiture comportementale, d'abnégation. Et puis, sachez-le, j'ai utilisé le slogan des révolutionnaires français du XVIIIe siècle. Soyons terribles pour éviter aux autres de l'être. J'ai effectivement terrorisé mes étudiants. Sauf que la culture m'a rattrapé. J'ai encadré les mémoires de fin d'études d'un ami de Demba Konaré sur le royaume Bamana de Ségou. Il s'appelle Ségou Amadou Diara. Alors, il avait une peur bleue de moi, donc tout s'est bien passé, sa soutenance a été brillante. Et qu'est-ce que je vois le lendemain de la soutenance? Il débarque chez moi à la maison, accompagné de Samba Diallo, qui était aussi un de mes élèves. Et puis depuis la porte, je les entends. Adam Bewa, Adam Bewa. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent, maintenant, il n'y a pas de madame, il n'y a pas de professeur. Tu es notre femme, point barre. Et maintenant, ça c'est la culture malienne. Alors j'ai quand même, malgré les difficultés liées à la vie de chercheur et d'enseignant, j'aime l'histoire, j'aime ma discipline. Je suis un peu comme Michelet, un grand théoricien français de la discipline qui disait « J'ai cet espoir en moi. L'histoire est la résurrection des morts. J'en ai besoin, me sentant mourir. Aimer les morts, c'est mon immortalité. » Oui, me promener personnellement par la plume, la réflexion, la pensée, aux côtés des personnages qui appartiennent au passé, dans les rues, sur les champs de bataille, dans leurs cours, me procure un plaisir indicible. J'ai le sentiment de vivre sous leur époque. Ça me donne, comme Michelet, un sentiment de présence continue, c'est-à-dire d'immortalité. Je me promène souvent, et également dans mon sommeil, avant de m'endormir dans mon lit, je me promène dans les rues de Koulikoro, les rues de mon enfance, en train de saluer les gens, de chahutant d'autres. Toutes ces personnes aujourd'hui disparues que j'ai entendues ou chahutées ne sont plus de ce monde,
mais je les réveille par la pensée, sans compter les personnes pour lesquelles je fais des doigts dans mes pensées. La vie d'enseignant est également enrichissante, la vie de chercheur aussi. J'ai pris plaisir à chercher, à enseigner, à former. Je n'aurais pu faire que ça. C'est mon chemin de vie, c'est ma vie, j'allais dire. Pendant 17 années, sans interruption, j'ai enseigné jusqu'à l'accession de mon époux à la magistrature suprême. Et c'est à Koulouba, en juin 1992, que j'ai corrigé les copies d'examen de mes étudiants. Et j'ai également eu la satisfaction d'encadrer beaucoup de mémoires de fin d'études de ces mêmes étudiants. J'ai aussi fait de belles rencontres au cours de ma carrière de chercheur, à travers le monde entier, sur tous les continents, au point de me réclamer d'une nouvelle communauté, un peu comme une seconde famille. La maison du couple Alpha Omar et Adamba Konaré était ouverte à tous les chercheurs du monde entier. À Bamako, notre adresse était incontournable. C'était la première à avoir quand on débarquait à Bamako en tant que chercheur. Nos premiers enfants, dont Kadiatou présente, ont grandi dans cette atmosphère. J'ai forgé mes plus belles amitiés à travers le monde. Par exemple, Boubou Ama aussi. Si on a, je peux parler encore? Oui, je peux y aller? Oui. Boubou Ama est devenu mon ami. Après, je l'ai rencontré après. Là, ça, je n'entre pas dans les détails de la rencontre. Je suis allé le voir donc dans son bureau. Et tous les après-midi, à 18 h, il me recevait et je l'enregistrais sur l'histoire. Et quand il me voyait, même si je prenais un quart d'heure de retard, il embêtait tout le monde. Il disait, mais où est la pellette là? Allez la chercher. Allez chercher la pellette. Donc je venais. Mais une anecdote qui m'a aussi marqué. C'était un jeudi. J'étais dans son bureau. Donc à 18 h, comme à l'accoutumée. Il s'est lancé dans un discours fleuve sur l'histoire africaine. Il m'a dit, ma fille, quand on te regarde, on sent que tu es Peul. Mais tu m'as dit que tu parles Bambara. Moi, je suis Djerma. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous des fils de l'Afrique. Il faut que nous nous attelions à bâtir l'unité africaine. Sinon, il suffira d'un petit vent pour nous balayer tous. Alors, je l'ai écouté, je l'ai enregistré. Et dans son bureau, ce jour-là, se trouvait un monsieur, une personnalité que je connaissais bien. C'était Abdoulaye Senghare, mon premier ministre de l'Éducation nationale, le premier ministre de Modibo Keïta, donc après l'indépendance. Ami de Boubouama, il me regarde, il me dit, tu viens d'où ma fille? Je lui ai dit que je venais de Koulikoro, parce qu'il est de Koulikoro. Je lui ai dit, mais je vous connais, monsieur le ministre. Vous avez été mon ministre. Je suis la petite fille de Baba Blini, parce que c'est comme ça qu'on appelle mon grand-père. Ah, il dit, tu es ma fille. Sur ces entrefaites, je suis rentré donc à l'Institut des sciences humaines, où j'avais fini par trouver une chambre. Et je vois à 20 h dans mon casier un billet avec un mot. Il me dit, ma fille, je t'ai trouvé bien fatiguée cet après-midi, parce qu'il m'avait demandé quand est-ce que j'allais rentrer au Mali. Je lui ai dit que je dois prendre le car normalement lundi pour rentrer à Gao. Et il a écrit, je t'ai trouvé bien fatiguée. Il y a un avion demain qui part, Air Mali qui part à Gao, mais le vol est à 9 h. Donc je t'offre ce billet, je préfère que tu prennes l'avion plutôt que de prendre la route lundi. Évidemment, j'ai bondi sur l'occasion. J'ai fait mes bagages, tout de suite, j'ai pris l'avion effectivement vendredi matin à 9 h. J'arrive à Gao, où mon beau-frère, le grand frère de mon mari, le docteur Sidi Konaré, était le directeur régional de la santé à Gao. Il me voit et dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Complètement délabré, fatigué, tension à 0 pratiquement. Il m'hospitalise pendant toute la journée du samedi pour me requinquer un peu. Voilà, donc j'étais chez lui, samedi, dimanche, lundi, sur sa terrasse, j'écoute la Radio France Internationale et qu'est-ce que j'entends? Coup d'État au Niger. Djori Amani arrêté. Boubou Ama arrêté. Aïcha Djori, la fille de Boubou Ama, la femme de Boubou Ama, tuée lors des événements. Couvre-feu sur Niamey pendant 40 jours. Pas d'avion, pas de véhicule, rien du tout. Tout le monde bloqué à Niamey. Vous voyez le coup du destin, du hasard. Comme quoi Dieu sait mettre sur le chemin des gens ce que j'appelle
les envoyés de Dieu. Et Abdoulaye Senghor a été ce jour-là un envoyé de Dieu sur ma route. Voilà. Mais l'histoire continue. L'histoire continue. Quand le président quand Alpha Omar est devenu président, j'ai gardé de bonnes relations avec Abdoulaye Senghor. Il est tombé malade. Donc il devait être évacué. Le président m'a donné un billet pour lui que je suis venu lui remettre à la maison. Il dit, mais il m'a remercié. Je dis, mais tonton, ce que toi tu as fait pour moi, ça n'a pas de prix. Est-ce que tu te rappelles du billet que tu m'as donné à Niamey et que tu as évité peut-être que je meure là-bas? Il me dit, ah bon? Je dis, si, en 1974, c'est grâce à toi que j'ai pu rejoindre Gao. Donc le bien se paye par le bien. J'en profite pour vous demander à tous de faire le bien. Donc voilà, on est dans les histoires. Peut-être que ça va se corser un peu maintenant, au sortir de quelques anecdotes, j'en sais rien. Je regarde mon texte. Donc maintenant, ma carrière au pouvoir. J'ai été attiré par le pouvoir à la vie des héros bâtisseurs d'empire. Et je dis tantôt à la faveur de mon éducation familiale et des circonstances de l'indépendance. Et ma thèse sur Sonia Libert a été publiée par les études nigériennes numéro 40 en 1977. Ensuite, mon aîné et ami Ibrahim Baba Kake, cet autre agrégé du continent, militant de la promotion de l'histoire africaine, initiateur de la série Les grandes figures de l'Afrique et de l'émission célèbre sur RFI, Mémoire d'un continent, m'a demandé de contribuer à sa série par un ouvrage sur Sundiata. C'est ce que j'ai fait et M. Chekla l'a rappelé tout à l'heure. Ça a été publié en 1983. Enfin, au cours de mon enseignement à l'école normale supérieure, j'ai été particulièrement marqué par le royaume bamanan de Ségou et son roi le plus célèbre, Damonzon Diarra, qui a régné de 1808 à 1828, avec son armée de Tonjon. Séduite par ce cours, j'ai pu faire un rapprochement entre la prise de pouvoir à Ségou, son évolution et sa consolidation, et celle du comité militaire de libération, CMLN, dirigé par le lieutenant Moussa Traoré, devenu chemin faisant général et resté au pouvoir pendant 23 ans, comme vous le savez. Le pouvoir de Damonzon n'était pas le pouvoir des Mansa, ce n'était pas la Mansaya des Malékés. Il s'appelait Fanga, le pouvoir en Bambara. Pouvoir dans sa connotation violente, qui se déclinait à Fangafi, le pouvoir noir. Les ennemis de Ségou peuvent se précéder les uns les autres à Ségou, mais tout le monde est condamné à venir à Ségou. Dit l'adage. Ségou, c'était l'enfer et il ne fallait pas badiner avec ce pouvoir. Damonzon est Djitigi, il est Matigi, il est Mougutigi, il est maître des eaux, maître des hommes, maître de la poudre. Ça veut dire qu'il est maître de tout. Il a aussi Jarawara, donc le lion féroce. Diarra Koulibaly, le lion qui brise les eaux. Donc c'est vraiment le pouvoir Dieu comme vous pouvez l'imaginer. Et l'adage le disait, fasciné par Damonzon, roi à la fois terrifiant et fourbe, au pouvoir basé sur la ruse et la trahison, que le dicton ségovien traduit dans 4444 balanzans et un balanzan tordu, bossu. J'ai écrit également sur Damonzon. Balanzan banani, balanzan kemenani, balanzan binani, balanzan nani, balanzan kokuni kele. Et ce balanzan bossu, c'est la trahison royale. Donc magnifié par ça. Le balanzan, c'est un arbre tordu, effectivement, qui pousse à contre-saison, qui verdit pendant la période sèche et qui s'assèche pendant l'hivernage. Donc c'est un arbre à contre-saison. Vous voyez de manière graduelle, mais presque inconsciente, comme guidé par une main invisible, j'ai travaillé sur 3 destins de rois, dont 2 fondateurs d'empire et un qui a porté à son apogée son empire. C'est dire que j'ai eu une connaissance cumulative sur le pouvoir. Et voilà que, comme si le destin avait décidé de me placer à tous les commencements, je me retrouve épouse d'un président démocratiquement élu. Lui aussi au commencement donc. Un président de la République, lui aussi au commencement démocrate parce qu'il est le premier président démocratiquement élu. Et après 2 mandats consécutifs, il va devenir également le premier président
de la Commission de l'Union africaine. Que dire, sinon que le pouvoir, que mon destin a été associé au pouvoir. Et c'est de façon intellectuelle, j'insiste là-dessus, que j'ai abordé, forte des outils d'analyse dont j'ai été doté, le pouvoir de mon époux, Alpha Omar Konaré, était pour moi un curieux sujet de réflexion, de recherche, plutôt qu'un président de la République. Je n'ai pas arrêté de l'observer. Voir à quel type de pouvoir je pouvais le renvoyer dans son exercice. Massacre, Fama, Pangatigi, Djamanatigi, Mougutigi, Matigi, j'en sais rien du tout. Mais pour moi, l'idéal, c'était le président démocratiquement élu. Et c'est intéressant. Jusqu'où la réflexion peut j'allais dire, peut rendre un homme tordu. J'ai appris qu'il y avait un physique du pouvoir. Et que Damonzon avait un yonkan bruyant. Il avait un souffle bruyant. Et qu'il avait une touffe de poils sur la nuque qui ressemblait à une crinière de lion. Donc il m'est arrivé de scruter le président quand je dis mon Dieu, quel signe de pouvoir il cache ce monsieur. Peut-être que j'en ai moi-même, hein, je ne sais pas. Ce sont les connaisseurs qui savent, qui détectent ces signes de pouvoir chez les gens. Donc voilà comment ma réflexion, quand même, jusqu'à quelle limite ça m'a amené. Bon, ça c'est une autre affaire. Pour moi, bien entendu, je l'ai dit, c'est un président démocratiquement élu. Et je voulais le tirer vers ça. Mais sachez que le peuple même vous embrouille. J'ai maintes fois reçu dans mon bureau de première dame des gens sérieux venir me conseiller chaque fois qu'ils voyaient qu'Alpha vacillait selon eux, en refusant par exemple de réprimer les manifestations de rue ou de nommer à des postes clés des personnes qui n'étaient pas des proches. Le Fanga n'est pas ce que Alpha croit. Fanga doit s'exercer avec fermeté, se faire entendre. Il doit courir sur les gens. On me disait, il faut qu'Alpha arrête aussi d'être comme un rognier. Ceux qui sont à son ombre ne profitent pas de lui, ce sont les gens éloignés qui profitent de lui. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Va dire à Alpha qu'on n'est pas d'accord. Donc, une invitation à la corruption et au népotisme. Vous voyez donc que c'était un peu compliqué. Alors, tous mes livres, dans ce contexte-là, répondent à des sommations. L'os de la parole m'a été directement inspiré par la pratique du pouvoir et l'expérience que j'y ai engrangée. J'ai cherché à théoriser le pouvoir en le comparant à un agencement cosmique. Le pouvoir, c'est comme le soleil et les planètes qui tournent autour de lui sont les citoyens. Donc l'homme de pouvoir, c'est le soleil. Tout autour de lui tournent des citoyens assimilés aux planètes. Mais la leçon que j'en ai tirée, qui vaut valeur de philosophie et de conseil, est que les planètes ont besoin de la lumière du soleil pour exister et qu'à contrario, le soleil pour briller a besoin que les planètes tournent autour de lui. Mais attention, je l'ai écrit aussi, à trop s'approcher du soleil, on se brûle. J'ai entendu les Maliens qui, sans rien connaître de la relation cosmique, dire « Hey, Koulouba Tala de Alpha Nyok Mounendo ». Donc c'est celui qui part à Koulouba, qui sait si Alpha est en colère ou pas. Nous, on n'a rien à cirer de ça. On n'est pas à l'avant ni à l'arrière de la pirogue. On ne répond de rien, ce n'est pas notre affaire. Donc on ne cherche rien du tout, il ne nous connaît pas. Donc, Monsieur le Président a beaucoup aimé cette formule, à trop s'approcher du pouvoir, on se brûle. Et j'ai aussi un oncle qui était à Kolokani, un des plus grands marabouts de la région. À l'époque, mon père était l'adjoint au commandant de cercle de Kolokani. Et cet oncle, grand marabout, me disait vraiment, lui, ses greniers sont remplis de riz, de sucre, de mil, etc. Vraiment, il plaint les cadres. Il plaint les cadres parce qu'il les appelait Famani Djatkelum. Comment dirais-je,
les fonctionnaires, les cadres qui ont tout le temps, qui ont tout le temps peur. Ils les appellent seulement Famani Djatigelo. Pourquoi? Parce qu'ils créent leur poste, ils craignent qu'on les relève un jour, ils ont peur du pouvoir, parce qu'ils sont trop proches de ce pouvoir-là qui, irrémédiablement, va les brûler. L'existence du soleil, et je dis donc dans l'os de la parole, conditionne celle des planètes. Les uns et les autres sont dans une situation d'interdépendance, de solidarité, presque cosmiquement agencée, ce qui en appelle à l'humilité de leur part. Au-delà, une fraternité cosmiquement agencée entre les hommes, ce qui nous oblige à donner dans la mesure, dans tout ce que nous entreprenons. J'ai développé dans l'os de la parole un concept militant qui est une espèce de viatique pour moi. Humilitarisme, mesurisme, solidarisme. Humilité, mesure, solidarité dans tout ce que nous entreprenons. C'est la leçon que j'ai voulu tirer du pouvoir et que je souhaite que tout homme de pouvoir puisse retenir. Bref, vous le comprenez, c'est pour avoir pris de la distance avec le pouvoir, l'avoir analysé et compris que j'ai pu faire face, en plus de mon engagement militant pour la démocratie, bien sûr, pour laquelle je me suis battu, tout comme mon mari d'ailleurs, Chekina Amala vient de le rappeler. Alors, il reste encore quelques pages, je peux y aller. La carrière de première dame, je crois que c'est intéressant, non? C'est intéressant. Vous y voyez certainement, surtout les filles, une position accomplie. Et je trouve aussi en toute, je dis qu'il faut être humble, en toute humilité, et avoir une ancienne première dame dans la salle, vous parler de son parcours, ce n'est pas chose courante, hein, il faut le savoir, même en dehors du Mali. Même en dehors du Mali, il faut qu'on le réalise. Est-ce qu'il faut s'en réjouir maintenant ou est-ce qu'il faut en être fier? Je n'en sais rien du tout. J'avoue ne pas trop savoir. En tout cas, notre couple, le couple Konaré est intéressant. Je le dis dans ces mots que je partage. Couple d'universitaires connus, couple de militants, car j'étais aux côtés de mon époux, ou sans lui dans les rues de Bamako, à battre les pavés pour réclamer le multipartisme. Frappé et gazé, membre fondateur de l'association Alliance pour la démocratie au Mali, ADEMA. Ensuite, du parti politique Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA PASG. Membre fondateur du collectif des femmes du Mali, de l'association malienne des droits de l'homme. On s'attendait à me voir, à la limite, partager le pouvoir avec mon mari. Or, on me l'a rappelé souvent d'ailleurs, c'était lui qui avait été élu, pas moi. Une première dame n'existe dans aucune constitution du monde. Elle s'octroie une place. Comment s'octroyer donc une place dans les limites du défendable et du tolérable sans gêner mon époux, sans être en porte-à-faux avec les règles de gestion républicaine, avec notre culture? Ça a été un dilemme qui a nourri ma réflexion d'intellectuel. Et au bout de cette réflexion, est venue à moi l'idée de créer la Fondation Partage. J'avais pensé à d'autres fondations, fondations culturelles par exemple. Et j'ai commencé mes marques en invitant des hommes de culture chaque année au palais, les artistes, les hommes de culture, les écrivains, pour leur offrir un pot. Ensuite, Fondation Partage a été créée. J'ai entendu quand même des gens dire, mais qu'est-ce qu'elle fait à Dame Laho à Koulouba? Ce n'est plus la militante qu'on a connue. Est-ce qu'elle commence déjà à jouir du pouvoir au point de tout oublier? Alors si ma voix me lâche, vous êtes foutus, hein, parce que le reste est à venir. Hein. Attends, c'est bon. Donc finalement, j'ai donné un grand coup en créant la Fondation Partage. Je pense que j'ai inauguré ce cycle de visibilité sur le terrain des premières dames. Ça ne veut pas dire que ceux qui m'ont précédé n'ont rien fait. Elles ont aussi eu leur part d'action. Pourquoi le terrain de l'humanitaire, de l'assistance sociale? J'ai compris que cette position était une transposition du rôle social de la femme,
de son rôle au sein de la famille à l'échelle nationale. La perception qu'on a du rôle de l'épouse au sein du foyer est la même que celle qu'on lui donne à l'échelon national. Considéré comme une espèce de père de la nation, ce que le président Konaré a balayé, mais admirablement résumé à sa façon dans son discours d'investiture le 8 juin 1991. Je ne suis pas un père de la nation. Je ne suis qu'un fils parmi les fils, appelé à jouer aujourd'hui un rôle d'aîné sans être le plus âgé. J'ai besoin de l'aide de tous, père, mère, frères et sœurs. Mais pour moi, c'est du pareil au même. Il est un père de la nation parce que s'il est le plus âgé de tout. Bref, donc je commente son discours. Pour revenir à la première dame, de son côté, elle est considérée comme la mère de la nation, tout comme elle est considérée comme la mère de la famille veillant au grain, soucieuse du bien-être des membres de la famille. On dit Nia Medou Msodo. Si on parle de la maison, c'est parce qu'il y a la femme, en traduction littérale. On dit aussi Nia Medje Msodo. Il y a l'homme parce qu'il y a la femme. On dit l'homme c'est la femme. Un homme n'est rien sans la femme. Combien de fois j'ai entendu dire dans mon bureau, Niam Alpha et de deux. Les gens allaient loin, hein? Mais ouais, amis de fait. Non, mais amis de... il y a les amis du président, il y a les amis du président qui ne sont pas d'accord. Mais on me l'a dit, hein? C'est la vérité. Niam Alpha et de deux, Adam. Mais la femme est dite aussi d'Emmanuel, elle est Missiba Djabali, elle est Badjoliba, le fleuve nourricier. Donc c'est vraiment la figure de la mère nourricière qui domine. Et c'est le logiciel de la Fondation Partage va être donc ça. Être une espèce de mère de la nation et aller vers les nécessités, les exclus. Ceux que la maladie, la famine, les calamités naturelles, la pauvreté ou les tabous avaient mis sur la route, sur le bord de la route. Et sur ce registre-là également, je n'ai eu que de démarches culturelles, qu'intellectuelles. Tout ce que j'ai entrepris s'appuie sur une sérieuse réflexion intellectuelle. Qu'est-ce qui est négociable avec la culture, avec les traditions, mais aussi avec la démocratie à laquelle je me suis battu, pour laquelle je me suis battu. Mon éducation aussi a joué un rôle primordial. Le sens de la solidarité et de la générosité a toujours été cultivé dans ma famille. Mon action s'inscrit dans le triptyque suivant: don de soi, don de temps, don d'attention. Et je vous demande de prêter attention à ce que je vais dire pour vous expliquer que mon parcours ne sont pas du néant. En 1977 déjà, je dédicaçais mon ouvrage Sonné à Libère à ma mère par ces mots. À ma mère Kadiatou Cham, pour ce bel exemple de don de soi à autrui qui remplit toute sa vie, et pour que cet exemple nous aide à notre tour à donner un sens à notre vie. Donc ce don de soi, j'ai tout fait pour le cultiver. Après une de mes sorties sur le terrain, Cheikh Namala, je ne sais même plus si c'était toi, en tout cas c'était le 16 octobre 1997, un journaliste du quotidien L'Essor écrivait: l'acte de solidarité pour la présidente de Partage s'annonce comme un perpétuel recommencement dans lequel il n'y a de place ni pour l'interrogation ni pour le fléchissement. C'est devenu une pensée du jour pour moi, un adjuvant à chaque fois que mon humanité hésitante s'emparait de moi pour semer le doute. Je suis convaincu que le secret de l'humanité est dans le bien, dans la solidarité et le partage. Faites le bien, répandez-le autour de moi, puisque vous me demandez, autour de vous, puisque vous me demandez des conseils. C'est aussi la clé du succès. Moi, je suis heureuse du bonheur des autres. Ça me rend heureuse de voir les gens heureux autour de moi, surtout les femmes. Et ça me rend malheureuse de voir les gens malheureux. C'est comme ça que je suis faite.
Et j'ai fait le tour, vous le savez peut-être je ne vais pas citer toutes mes actions de terrain, mais j'ai été en contact direct avec les démunis. Il y a cette soirée de décembre qui a marqué les esprits. J'avais décidé de descendre dans les caniveaux de Bamako pour distribuer des couvertures aux nécessiteux, qui dormaient vraiment dans les caniveaux. J'étais accompagné ce jour-là par une forte délégation, dont le ministre de la Santé de l'époque qui était Modibo Sidibé. Donc on a fait le tour de tous les caniveaux de Bamako à distribuer des couvertures qu'on a appelées opération couverture. Il y a les autres opérations, opération Tabaski, opération Ramadan, etc. Et puisqu'on parle de mes publications, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Quand l'Aïe se frotte à l'encens a été inspiré par une de mes sorties sur le terrain. Vous savez, à Moussokunda, au musée de la femme, on animait une revue appelée Faro, dont j'étais l'éditorialiste. Monsieur Mohamed Koulibaly est dans la salle, l'ancien ministre, mais il est toujours ministre. C'est vraiment un des artisans de la Fondation Partage qui m'a beaucoup aidé dans les textes, l'écriture et tout. Donc il est ici, je le salue. Alors on animait cette revue-là, Faro, dont j'écrivais moi-même l'éditorial, et puis il y avait un numéro sur femmes et maternité. J'ai demandé à une de mes assistantes de voir quelle était la femme qui avait fait le plus d'enfants dans Bamako, parce que j'avais entendu dire qu'il y avait une femme qui avait fait 17 enfants. Elle a fait le terrain, elle a dit, Madame la Présidente, je n'ai pas retrouvé la femme dont vous parlez, par contre j'ai vu une femme qui a 14 enfants. Elle a des triplés, elle a des jumeaux, etc. Mais elle et sa famille vivent sur une poubelle. Je dis, mais comment sur une poubelle? Et d'ici, ils vivent sur une poubelle. Alors immédiatement, j'ai demandé au directeur de l'action sociale de me faire la liste de toutes les poubelles publiques de Bamako pour que j'aille rendre moi-même directement à ces familles-là, rendre visite à ces familles. Et ce que j'ai fait. Et il y a une étape qui a été marquante pour moi également. C'était une poubelle géante derrière le commissariat de police de Badalabougou. Alors dans ma délégation, il y avait bien entendu quelques ministres, mais j'ai emmené avec moi mon dernier fils de Goukolo, qui alors n'avait que 11 ans. Et je lui ai demandé de venir avec moi. Lui je dis, toi tu vis dans un palais. Quand son père est devenu président, il n'avait que 4 ans et demi. Je dis maintenant tu vas venir avec moi, te confronter à la réalité, à ce qui se passe sur le terrain, avec tes amis et la présidente de l'Assemblée des enfants. Donc on est tous partis visiter cette géante poubelle. Et ce qui était impressionnant, c'est que j'ai eu droit à un comité d'accueil. On a chargé une petite fille, elle avait à peine 5 ans, bien habillée, très belle robe, bien coiffée, des chaussures extraordinaires. Alors sa mère me dit, Madame la Présidente, Ibissimlage, on veut vous accueillir, Charlotte veut vous accueillir. Elle m'a offert un bouquet de fleurs. Elle me dit, mais Madame la Présidente, tout ce que Charlotte porte provient de la poubelle sur laquelle nous vivons. La robe, on l'a ramassée dans la poubelle, la mèche, les choses, tout. Mais c'était une grandeur, la dignité dans la pauvreté, la sublimation de la misère pour en faire un instrument de dignité. Et ça m'a fortement marqué. Et ça marque forcément des traces dans l'esprit de ces jeunes enfants qui m'ont suivi ce jour-là. Bon, la suite, on la connaît. Bon, j'ai construit des maisons clés en main pour toutes ces familles qui vivaient sur les poubelles publiques. J'ai moi-même procédé à la remise. J'ai moi-même procédé à la remise des clés des appartements. Mais c'était fabuleux. Si j'entre dans ça, tout le monde va pleurer ici dans cette salle. Mais sachez que l'une de ces familles, le déclencheur de toute cette affaire, a eu une progéniture qui a réussi. On m'a rapporté que ces enfants ont bien réussi dans leur maison. Ils ont réalisé les choses. Et quand un de mes fils s'est marié, elle était en veuvage, la femme à laquelle j'ai dédié d'ailleurs le livre. Elle est venue en tenue de veuvage à la maison. Elle m'a donné 2000 francs. Elle m'a dit, Madame, votre enfant ne peut pas se marier que moi je sois absente. Il dit, vous m'avez sorti de la condition d'animalité
pour nous faire entrer dans la condition humaine. Parce que nous, on vivait comme des animaux. Personne ne nous regardait sur nos poubelles géantes. Donc voilà les leçons de vie. Alors je crois que le temps presse. Il y a la carrière d'écrivain. Si vous voulez, je la saute. Je la saute, je la saute. Je la saute. Oui, je la saute. Tous mes livres, hein. Alors, on a amené tous mes livres ici. Alors, mais j'attire votre attention sur un fait. Il y a certains livres qui ont été publiés sous le nom de Adam Konareba et Adam sans E, d'autres Adamba Konare. Donc, Adam Konareba, c'est une histoire drôle. Parce que sur mon acte de naissance, il y a le E. C'est Adamba. Et puis, quand les gens s'évertuent à transformer le E à A, Adama, non, ce que je n'aime pas. Donc je dis, bon, pour simplifier la chose, j'enlève le A, donc je suis resté avec Adam, et je pars en Pologne, patatras. Là-bas, le nom commun d'homme, c'est Adam. C'est pas Adam, c'est Adam. Comme Mamadou est un nom courant chez nous. Tout le monde me regarde. Tu t'appelles Adam, mais c'est un nom donc. J'ai replacé le E. Donc j'ai replacé le E. Donc c'est une histoire rocambolesque, c'est l'histoire de moi. Et puis je publie mon premier livre sous le nom, Soné Alibert, sous le nom de Adam Konareba. Mon grand-père voit ça, me dit, mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu mets Konaré avant bas? Ça va pas? Alors je crois qu'il était un peu jaloux de Alpha, qui n'appelait jamais par son nom d'ailleurs, il l'appelait Markala. Parce que Alpha est enseigné à Markala. Et quand il a été muté à Markala, il a appelé Alpha Markala. Donc il dit, tu me places ton nom bas avant Konaré. C'est ce que j'ai fait par la suite. Donc je suis passé de Adam Konaré bas à Adam Ba Konaré. C'est mon nom officiel maintenant. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis, tous ceux qui prennent le risque de donner mon nom à leur enfant aussi, j'exige que sur leur acte de naissance, le bas soit porté. Donc, toutes mes homonymes là sont les Adamba. Il y a Adamba Dramé, qui est dans cette salle d'ailleurs. Bon, il y a beaucoup, j'ai beaucoup de... Mais le bas accompagne toujours le nom de famille. Amir, tu vas donner mon nom à un de tes amis. Il est même vieux, il ne peut plus en donner. Il est vieux là. Alors, je te préviens, hein? Adamba Konaté. J'attends Adamba Konaté. Il n'y a pas de problème. Donc, j'ai deux éditeurs dans cette salle. Permettez que je les salue quand même. Donc, j'ai parlé de Hamidou Konaté qui a publié ces mots que je partage, qui a publié aussi Alpha Côte d'Ivoire, qui a publié ces mots que je partage, le dictionnaire des femmes célèbres du Mali. Voilà. Il a eu aussi l'amabilité aujourd'hui de faire des tirages à part de deux de mes discours, notamment le discours d'ouverture du musée de la femme, et puis ce texte ce coup de gueule, ce texte-là c'est un coup de gueule que j'ai écrit à la suite de l'invasion de la Libye par Sarkozy et de l'assassinat de Kadhafi. Donc il y a, je crois, une cinquantaine, 80 exemplaires ici de chaque qui peuvent être distribués à vos étudiants, en dehors des livres. Donc, deuxième éditeur, c'est l'édition Kori avec Kadiatou Konaré Dramé, ma fille, qui a publié Parfum du Mali, parce que ça, c'est une autre histoire encore, c'est vraiment ma passion à côté, les parfums. Elle a réédité aussi les grandes dates du Mali, qui s'arrêtaient à 1981. Les grandes dates du Mali ont été poussées jusqu'à 1992, à la veille comment dirais-je, de l'investiture de Alpha. Voilà. Donc, je pense qu'il y a quand l'ail se frotte à l'encens, l'ail c'est l'odeur des pauvres et l'encens c'est l'odeur des riches. Donc, c'est ça la trame du roman. J'ai fabriqué un héros qui va finir par avoir la peau des riches là. Et voilà, lisez l'ouvrage, vous verrez. Bon, le petit précis de remise à niveau, la princesse qui s'appelait Sayoba Diallo,
qui était la fille du roi de Kasso, et Hawa Demba Diallo, qui est vraiment le fondateur du royaume de Kasso, et qui a rencontré un Français du nom de Ferdinand Duranton. Pour des histoires de cœur, d'intérêt, d'affaires, on ne sait pas trop, cette fille a... Et puis il y a ces lettres ouvertes, fruits de mes engagements pour certaines causes, la défense de la cause de l'Afrique, de la démocratie, adressées généralement aux chefs d'État et autres grands du monde. C'est donc par les écrits que j'ai mené la bataille des idées et des convictions. Mais l'écriture m'a sorti aussi de la nuit parce que notre philosophie à Koulouba était de ne pas entretenir de cours. Cela m'a plongé bien entendu dans une espèce de grande solitude physique, la nuit même, et c'est par l'écriture que j'ai compensé tout cela. Il faut certainement s'arrêter. Président, je vais m'arrêter. Juste une demi-page pour laisser le temps aux questions. Je voudrais m'arrêter, mais pour terminer, je voudrais dire que tout ce que j'ai réalisé n'aurait pas été possible sans la grâce de Dieu, car je suis une croyante. Sans l'accompagnement, l'encouragement et l'aide précieuse de ma famille, de mon mari, de ma belle famille, de mes enfants et de mes collaborateurs, des collaborateurs de mon mari, des camarades de mon parti l'ADEMA, de mes amis de lycée et de la vie, des associations féminines auxquelles j'appartenais, l'empathie de mes collègues et de mes étudiants. J'ai bénéficié, le pouvoir a été pour moi une mission passagère, mais qui m'a donné beaucoup de satisfaction, qui m'a donné une très grande richesse humaine, je l'avoue. J'ai bénéficié aussi de beaucoup d'amour. Mon grand-père, on revient à lui, a cultivé en moi le goût de l'humour, de la taquinerie, qui me permet d'être légère en toutes circonstances. Mais aussi, il a fait de moi une guerrière dotée d'une forte personnalité qui ne se laisse pas faire. Il faut le savoir. Un de mes oncles, le docteur Taïrouba, décédé au mois de juillet passé seulement, me disait toujours: nous t'aimons tous, Adam, tes pères et tes tantes, parce que tu as été un rayon de soleil dans la vie de notre père. En effet, autant mon grand-père était, comme le voulait la tradition, austère avec ses enfants, ses fils surtout, qui le craignaient, autant avec moi, il se comportait comme si nous avions le même âge. Je les faisais rire, ils s'amusaient avec moi. Certains jours, je décidais qu'il n'irait pas au travail et il n'y allait pas. Moriké, le grand frère du président, m'a confié que aussi les grands-enfants de M. Doukolo craignaient leur père. Ils ne l'approchaient pas. Ils le vouvoyaient quand il s'adressait à lui. Seul Alpha avait le cran de l'aborder, de causer avec lui. Et quand ils le voyaient assis à ses côtés, ils avaient peur qu'il ne parle d'eux. Ils restaient sur leur garde. Ils ont fini par le surnommer le ministre de l'information de Baba. Donc je suis vraiment chanceuse d'avoir été enfant choyée et épousée. Épouse et mère épanouie dans mon foyer. Ça ne signifie pas que c'est le calme plat et l'atmosphère est souvent électrique. Ça chauffe de temps en temps, il faut le savoir aussi. Donc je remercie les uns les autres. La parole est difficile. La manipuler n'est pas sans risque. Aussi, je demande pardon à ceux que j'aurais blessés sans faire exprès. Avant de vous quitter, permettez-moi quand même de souhaiter à la veille du 8 mars une très bonne fête de 8 mars aux femmes du Mali, aux femmes d'Afrique et à toutes les femmes du monde entier. Permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour finir, vraiment pour finir, pour les femmes de Gaza et leurs enfants. Sur ce, je sors de la parole.